Bonjour à tous, Samuel Bibo micro. Bienvenue dans The Process, mon podcast sur la créativité artistique, qu'elle soit littéraire ou autre. Bonjour, gros épisode aujourd'hui, où l'on va se concentrer sur ce qui se passe une fois qu'on a écrit le dernier mot d'un livre. Pour gagner en cohérence et en efficacité, j'ai fait un plan qui apparaît dans le descriptif de la vidéo et que je vais vous détailler maintenant. Première partie, artiste-écrivain, des titres coûteux. Publier ou autopublier un livre. La matière première du sel de la terre. Style et ambition. Évolution du point de vue. Éthique et pragmatisme de l'écrivain. L'écriture de soi, addition et soustraction. La bande sonore, les références culturelles. Et c'est tout. Avant de nous lancer dans le cœur du sujet, le fil rouge de l'épisode, à savoir l'écriture du sel de la terre, j'aimerais aborder une expérience qui a fait le pont entre les deux livres, la publication de Démiurge. J'avais terminé le podcast précédent par une sorte de remerciement à cet ami qui m'avait épaulé à la sortie du premier jet du livre, et qui m'a suffisamment boosté pour que j'aille jusqu'à la publication de celui-ci. J'ai dit que de l'écrivain que j'étais, elle avait fait de moi un écrivain. Artiste et écrivain, des titres coûteux. Dans un éclair d'enthousiasme, je m'étais adoubé artiste, écrivain. Puis le temps est passé et j'ai commencé à douter. Est-ce que j'avais changé au fond de moi en écrivant le dernier mot de la dernière page de mon livre ? À la fin de l'écriture, j'étais globalement la même personne qu'avant de commencer. Certes, j'avais développé un début de technique, j'avais mûri, mais ça restait des changements presque de surface, des changements de compétences, mais pas vraiment de mon essence. Au fond, j'étais la même personne. Alors soit j'étais artiste avant même de commencer à écrire, et le livre est juste venu révéler ma nature, ou la qualité d'artiste, c'est une notion complètement artificielle, une position honorifique qui ne repose sur absolument rien. Ou bien sûr, je n'étais tout simplement pas encore un écrivain. J'ai souvent cherché à développer une compétence ou à changer ce que j'étais dans l'espoir qu'armé de cette sorte de super pouvoir, j'allais être enfin suffisamment aimable, avoir ma place ou un truc du genre. Et là encore une fois, ce masque, cette extension s'est montrée plus que décevante. Le problème quand on a un titre, c'est qu'il faut le protéger. Si tu n'écris pas de nouveaux livres, tu n'es pas un écrivain, tu l'as juste été. Pour ce point, pas de problème, j'ai enchaîné le projet sans temps mort, pendant quelques années. En dehors de ça, il y a la peur de se voir dire « Hein, tu te dis écrivain, avec ce truc que t'appelles un livre, tu serais pas en train de te payer la tête du monde, bonhomme ?» Mon amie avait aimé le livre. Elle le trouvait solide, mais j'ai eu d'autres retours, et là j'ai déchanté, parce que Démiurge est très loin d'être parfait. Et tout d'un coup, mon identité d'écrivain ou d'artiste s'est retrouvée en situation précaire. Le pire, c'est que le livre, je ne l'ai jamais écrit pour ça, c'était un délire, une blague, du pur plaisir. Mais voilà, que la roue avait tourné, et tout d'un coup, j'avais quelque chose à prouver. Et partout où j'allais, une partie de moi implorait, et même si elle le fait moins fort maintenant, elle continue de gratter la validation, le commentaire positif. Ce besoin est un puits sans fond, il engendre des comportements nuisibles pour les relations. Pendant un temps, au tout début, j'étais clairement identifié à mon livre, et j'avais beau demander aux gens de me donner leur avis honnêtement, quand je me suis retrouvé confronté à la première critique négative, je l'ai très mal prise. Et ce, même si elle était parfaitement sensée et bien argumentée. Le vœu conscient d'entendre un commentaire honnête, voire négatif si ça permet de progresser, d'aller de l'avant, et la capacité émotionnelle d'entendre une critique négative n'était vraiment pas du tout raccord à ce moment-là. Un livre, c'est une rencontre, un gros effort en amont, une production, puis en aval, c'est le lecteur qui, selon sa disponibilité mentale et sa structure émotionnelle, est capable de projeter l'œuvre dans son théâtre imaginaire, et d'adhérer ou pas. J'étais à 100% conscient de ça, et pourtant il m'a fallu du temps pour encaisser les rencontres ratées et les gens restant indifférents à mon extraordinaire talent. La philosophie de vie d'Ariel et Shia Kane, deux auteurs officiant dans le développement personnel, pourrait se résumer à « On ne peut pas avoir raison et être heureux. Il va falloir choisir entre les deux. » Si on a une position, quelque chose qui nous semble fondamentalement vrai, on va passer notre temps à les défendre. Ou au contraire, on peut se dire que ce qui est, est.
on peut vivre notre vie sans avoir rien à prouver. Le problème, c'est qu'on est sûr de beaucoup de choses, et notamment de qui on est. On a une image de nous-mêmes que l'on passe son temps à afficher et à défendre. Un exercice tellement passionnant qu'on n'a jamais vraiment le temps de se demander qui on est vraiment. On porte des coiffes et des masques rapidement trop lourds à porter. Et je crois qu'artiste et écrivain, c'est 2 détails de trop pour moi. 2 détails qui pendant un temps m'ont cassé le dos. Artiste et écrivain, ce sont des mots qui sont mis en travers de ma capacité à profiter de la vie. Alors naturellement, je suis bien tenté de les bazarder et de dire qu'en définitive, on est tous artistes. Si on met la maîtrise technique de côté, on a tous quelque chose de précieux en nous, quelque chose que l'on peut partager. Et si c'est fait de manière honnête, ce partage enrichit l'autre. Voilà une bien belle explication, qui colle parfaitement à l'air du temps, mais qui laisse dans ma bouche un arrière-goût pas spécialement sympathique. Publication, édition. Au sortir de l'écriture de ce roman, j'ai essayé de le faire publier. J'ai plutôt mal choisi les maisons d'édition et les collections. Je n'ai pas traité cette étape essentielle avec le sérieux qu'elle mérite. Des fois, je me dis que si c'était à refaire, je changerais mon fusil d'épaule. Je ralentirais un peu la cadence, je ferais les recherches nécessaires, et peut-être un travail de post-production pour arrondir certains angles, pour que le livre trouve sa place dans sa nouvelle maison d'accueil. Mais c'est tellement facile après coup. La vérité, c'est que, comme pour beaucoup de gens, cette histoire de se mettre en avant, de se vendre, et d'attendre bien gentiment d'être choisi ou accepté, c'est dur pour moi. Ce problème, ça découle d'une certaine tendance à l'évitement, mais aussi de ma difficulté à jouer ce rôle d'artiste. Difficile d'être convaincant, rayonnant, fascinant, entraînant, quand on ne se sent pas vraiment légitime. J'ai envoyé mes manuscrits écrits en Times New Roman, police de taille 12, double interligne, recto simple, comme demandent généralement les éditeurs, ce qui m'a coûté un bras en impression et expédition. Et ça pour me retrouver avec autant de manuscrits que de lettres de refus. J'étais triste, j'étais déçu, mais je n'étais pas aigri non plus. Souvent, le jeune auteur, quand il voit ce qui est produit, ce qui sort régulièrement dans les différentes maisons d'édition, se compare et se dit que ce qu'il a produit est des fois bien meilleur que ce qui est sorti dernièrement, et il ne comprend pas pourquoi est-ce que son manuscrit a été rejeté. Mais en admettant que la qualité de son manuscrit soit supérieure à celle d'autres ouvrages, il y a vraiment plein d'autres facteurs à prendre en compte, notamment l'adéquation entre le manuscrit qui a été envoyé et la collection qui a été visée. Une maison d'édition a besoin de fidéliser le client. Quand elle crée une collection, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Comme ça, le client qui a acheté plusieurs livres de la collection sait à quoi s'en tenir et il sait que s'il aimait les précédents, qu'il y a de fortes chances que les suivants, il les apprécie aussi. Il y a ça, et après il y a aussi le rayonnement que peut avoir l'auteur. Un auteur qui est inconnu du public, ça va être très dur de faire sa promotion, alors que si la personne a déjà publié, elle a déjà été vue dans différentes émissions, elle a déjà vendu, le public est déjà préparé. La décision pour lui d'acheter le roman va lui venir bien plus naturellement. Moi, j'étais un inconnu, j'avais rien publié, je n'avais aucun rayonnement médiatique, je n'étais pas une star d'Instagram ou de YouTube, je n'étais jamais passé à la télé. En plus, j'ai mal ciblé les collections quand j'ai envoyé mes manuscrits, donc j'étais vraiment pas un bon investissement pour ces maisons d'édition. Ces maisons, ce sont des business, et des business qui ont déjà de grandes difficultés pour maintenir la tête hors de l'eau. Donc je comprends bien qu'il n'ait pas voulu miser sur ce produit qui était très difficile à rentabiliser. Résultat des courses, je n'avais pas de maison d'édition pour sortir mon projet. Alors quoi, j'allais le laisser dans un tiroir ou sur mon disque dur, et j'aurais eu encore la tentation de revenir dessus et de le modifier, de l'améliorer. Il aurait continué de puiser mon énergie, de
d'occuper de l'espace dans ma tête. Non, moi je voulais vraiment me débarrasser, le fixer une bonne fois pour toutes et pouvoir me concentrer à 100% sur la suite. Devant ce problème-là, j'ai décidé d'opter pour l'auto-édition. J'ai exploré la jungle de ce monde. Il y a les fausses maisons d'édition qui demandent à l'écrivain de payer de sa poche tous les frais qui incombent d'ordinaire à la maison d'édition. Correction orthographique, mise en page, maquette, couverture, puis cerise sur le gâteau. Elles récupèrent leur pourcentage sur les ventes et surtout le copyright du livre. Elles se retrouvent capables de revendre les droits à une autre maison d'édition si le livre marche bien et qu'elles trouvent bien sûr un acquisiteur. Et dites-vous que si le livre marche bien, ce n'est pas grâce à eux, vu qu'ils n'assurent aucune promotion. Ce sont des entreprises parasites. Avant, l'auto-édition, c'était compliqué. Comme l'impression se faisait en offset, il fallait faire une matrice, c'est-à-dire une sorte de négatif du livre à produire. Matrice qui servait à effectuer l'impression de la commande, puis qui était généralement jetée une fois celle-ci livrée. Une matrice coûte cher à produire, donc généralement, les auteurs imprimaient un bon paquet de livres, des fois plusieurs centaines, qui restaient accroupir dans leur garage, en attendant d'être vendus ou donnés. Ça demandait donc de l'espace, un capital, et c'était prendre le risque d'avoir pas mal de rebuts. L'imprimerie numérique a changé ça. Plus besoin de matrice, on peut imprimer les livres un par un, sans que ça coûte plus cher. C'est l'impression à la demande. Il y a des imprimeries comme ça un peu partout dans le monde. Reste encore le problème de la distribution. Si on veut s'en charger, les frais de port sont exorbitants et tuent un peu le peu de marge qu'on peut avoir. Il y a la possibilité de démarcher les librairies, une par une, pour leur demander de vendre le livre. Mais c'est une démarche chronophage à la rentabilité passablement discutable. On peut faire soi-même sa promotion, pas de problème, mais il faut un endroit, une plateforme en ligne pour le vendre. J'ai opté, après réflexion, pour CreateSpace, une boîte qui venait d'être rachetée par Amazon. CreateSpace, c'était une entreprise qui faisait de l'impression numérique sur papier, une impression de qualité, et qui est directement reliée au réseau de distribution d'Amazon, c'est-à-dire le plus gros vendeur de livres de France et même du monde. Ce n'est pas sans soulever certaines questions éthiques. Amazon tue le livre, blablabla, ok, pourquoi pas. En tout cas, les librairies qui achètent chez les vrais éditeurs, a priori, elles ne veulent pas de livres auto-édités. Donc elles ne veulent pas de ton livre. Du coup, publier chez Amazon, ça ne va pas leur coûter un rond. Vendre à travers une plateforme ne veut pas dire que tu vas l'utiliser pour faire tes achats. Personnellement, quand j'ai des livres neufs à acheter, je vais à la librairie, dans une librairie pas trop loin de chez moi, que je connais bien, et j'achète là-bas. Car j'ai une vraie personne en face de moi. Je peux avoir un dialogue, je peux être conseillé. Oui, l'auteur en herbe peut auto-publier avec Amazon et acheter ses livres à sa librairie préférée. Et avec un peu de chance, qui sait ? Vu que son libraire le connaît, peut-être qu'il pourra utiliser ses services pour distribuer son livre et utiliser ses locaux pour faire des séances dédicaces. S'il est d'accord, c'est parfait. Mais dans le cas contraire, si ta librairie refuse de t'épauler, tu peux questionner le sens de ta loyauté pour ce commerce. En dehors de ces belles questions, on a un souci. Tu te retrouves à court d'options. Personnellement, je n'ai pas envie de vendre mon livre dans la rue. Les positions de principe toutes tranchées qui donnent l'impression d'être, à défaut d'un saint, au moins un petit bien, donc tu les postes sur ton mur Facebook, une plateforme dont l'éthique n'a pas grand-chose à envier à celle d'Amazon, pour prouver à tes petits camarades que tu as le cœur là où il faut, ça ne coûte pas cher comme engagement. Par contre, si tu veux appliquer tes jolis principes dans ta vie, ça va te coûter financièrement comme en qualité de vie. Personnellement, même dans les circuits alternatifs, toutes les publications d'envergure sont vendues sur Amazon. Je ne connais pas d'auteur qui ait dit « Non, je refuse, je vais distribuer ma création uniquement par d'autres canaux ». Alors, mon cher ami idéaliste, à toi de voir si tu es prêt à mettre ton argent là où est ta bouche. Matière première. On conseille souvent aux écrivains en herbe de partir de ce qu'ils connaissent. Du coup, j'ai décidé de braquer le projecteur sur un gros morceau, gros trauma, grosse influence de ma vie. Mes 17 ans passés dans une secte. Revenons quelques années avant le début de l'écriture. Grâce à Facebook, j'ai renoué avec une connaissance de mon temps passé chez les témoins de Jéhovah. Elle, comme moi, on est né dedans.
c'est la matrice morale qui nous a façonnés. Et si au début de l'adolescence, j'ai commencé à douter, à 14 ans, je me rebellais du mieux que je pouvais, avec moult provocations dignes d'un enfant de cet âge, j'ai fini par obtenir vers 15 ans de ne plus avoir à faire du porte-à-porte pour prêcher la bonne nouvelle et ainsi sauver les gens du monde d'une mort certaine et définitive. À 17 ans, j'ai pu enfin ne plus avoir à me coltiner leurs 5 heures de réunion par semaine. Mon amie, elle, n'en sortait qu'à peine. Elle était proche de sa famille, dont une bonne partie était à fond dans la secte. Elle s'est mariée dedans, elle avait enfanté dans la secte. Et donc pendant ce temps-là, elle n'avait pas le droit d'échanger avec des renégats comme moi. Quand on s'est recontacté, elle était en instance de divorce et elle prenait enfin son indépendance. En dehors de cette expérience commune, une autre nous a réunis à ce moment-là. Quelques semaines avant de retrouver mon ami, je bossais aux États-Unis pour une boîte de tourisme et j'ai croisé la route d'un type qui m'a traumatisé. Un collègue français, artiste de la manipulation, qui m'a gaslighté en beauté. Gaslighté, désolé pour cet anglicisme, je ne sais pas comment dire ça en français. C'est une référence à un film réalisé en 1944 par George Cukor avec Ingrid Bergman. Il y a un homme qui s'amuse à faire croire à sa femme qu'elle perd la boule en lui mentant constamment et en réarrangeant, par exemple, leur appartement quand elle n'est pas là. Chérie, mais où est passée la commode ? Mais quelle commode, Chou ? Eh bien la commode ! Chou, je t'assure qu'on n'a jamais eu de commode. Tu es sûr que tu vas bien ? Cet homme qui était plus ou moins mon boss pour la durée de la mission impliquait d'autres personnes dans ses mensonges et du coup j'ai douté. Je n'ai pas exactement cru devenir zinzin, ça n'a pas duré assez longtemps. Par contre, j'ai douté de mes perceptions et de mes souvenirs. Même si j'ai été soutenu pendant cette expérience, je suis rentré en France en état de choc. Et en parlant avec mes parents, ils m'ont recommandé le livre de Virginie Rigoyen, Le harcèlement moral. Et j'identifiais l'homme comme étant un pervers narcissique. Et voilà que, retrouvant mon ami fraîchement sorti des témoins de Jéhovah, elle me racontait comment son mari, qui lui aussi était dans la secte, l'avait rabaissé, trompé, lui avait menti encore et encore. Et ça, pas juste pendant des semaines. Oui, il avait partagé sa couche et sa vie avec un pervers narcissique pendant des années. Ces deux traumas, la secte et les pervers, étaient le terreau de nos retrouvailles, même si je dois avouer que moi, au final, je n'avais eu le droit dans ma vie qu'à la bande-annonce. Et elle avait eu le droit au film en version longue. Parler de nos expériences respectives et être entendu et compris, ça nous a fait beaucoup de bien. C'était thérapeutique. En fait, avant que l'on se retrouve, j'étais déjà en bonne voie avec le livre que j'ai cité, l'écoute de mes parents, et aussi l'écriture. Le compte-rendu de cette histoire traumatique, pour moi, a été ma première expérience d'écriture narrative. Une histoire racontée de A à Z avec un point de vue pseudo-objectif, un début et une fin. Avant, et même un certain temps après cet épisode, je ne rédigeais que des journaux intimes, centrés sur mon ressenti, mes pensées, et non sur des faits concrets. Bref, mon amie était préparatrice en pharmacie, et comme pour mon deuxième livre, j'avais décidé de remixer les ingrédients de ma vie, et de celle des autres, le sel de la terre, ça raconte l'histoire d'un préparateur en pharmacie qui s'est échappé des témoins de Jéhovah à la fin de son adolescence, et qui croyait avoir terminé avec l'emprise de son éducation. Marié à une jolie infirmière, jeune père, certaines choses ne tournent pas rond dans sa vie, un peu à tous les niveaux. Sa femme finit par le quitter en le traitant de pervers narcissique. Peu de temps après, l'insulte lui revient une deuxième fois dans les dents, mais cette fois-ci de la part d'une collègue de travail qui l'accuse de harcèlement moral. Pervers narcissique, c'est un peu l'insulte ultime, et bien sûr, il ne se reconnaît pas du tout dedans. Il cherche à convaincre son monde qu'il n'en est pas un, mais visiblement, il n'est pas très convaincant. Le livre, c'est un peu une quête pour comprendre comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Pour comprendre s'il est le monstre décrit par ces femmes autour de lui, s'il y a une rédemption ou un changement possible. Au bout d'un moment, la narration alterne entre ce qui se passe au présent de sa vie et la lecture de ses journaux intimes de jeunesse. C'est ces journaux-là qui décrivent l'expérience d'un ado qui est élevé chez les témoins de Jéhovah. Style et ambition. Pas mal de gens avaient trouvé que Demi-Urge était tout à fait correct pour un premier roman. Je savais que pour le second, je n'aurais pas le droit à ce genre d'indulgence. Il me fallait progresser. Il me fallait aller de l'avant. Sortir du carcan de la littérature de genre pour se concentrer sur la littérature la vraie. La littérature publiée par Gallimard, Flammarion. La littérature de haut vol pour les
les gens éduqués. C'était une envie autant qu'une obligation, ne serait-ce que pour ne pas déchoir de mon si glissant perchoir. Quand j'étais en prépa, en maths sup et en maths spé, je bavais d'envie devant les prépas littéraires, avec leurs poses si cool et sophistiquées. Ils étaient connectés à la haute culture, avec les heures de philo s'accumulant sur leur emploi du temps, ils réfléchissaient pour de vrai. J'aurais vraiment aimé être l'un d'entre eux. Donc voilà, le sel de la Terre, c'était ma tentative d'infiltration dans ce monde-là. Et si mon plan marchait, j'allais finir en couverture des Inrecuptibles. Mais bon, ça a un peu foiré. À la fin de mon premier jet, j'ai trouvé que ça manquait de feu. J'avais proposé quelque chose d'honnête, mais j'avais peur de ne pas arriver à captiver grand monde. L'histoire, c'était juste un type qui vit sa vie, c'était un journal de son évolution intérieure, ça manquait de tension et de résolution. Il n'y avait pas vraiment d'intrigue ou de tension dramatique. Du coup, gros virage, je me suis retrouvé à inventer un méchant et à coller une sous-intrigue de manipulation. Histoire de rendre tout ça plus captivant. Au final, ça donne un livre par moments un peu bancal, et on peut très bien se demander où je veux en venir. Et cette situation me permet de faire une nouvelle digression sur le temps de cerveau disponible. En échangeant dernièrement avec un de mes oncles, on constatait que tous les deux anciennement grands lecteurs, on avait de plus en plus de mal à rester captivés par ce qu'on lisait. Il y avait un coupable de tout désigner, les vilains écrans. Et si je pense qu'ils ont effectivement une part de responsabilité dans l'affaire, je suis persuadé que ça va bien au-delà de ça. Je vais éviter de généraliser et plutôt parler de comment je vois la situation pour moi. J'ai l'impression que c'est une addiction aux émotions fortes. Comme tout un chacun, j'ai besoin de sentir, d'éprouver quelque chose, mais pour différentes raisons, je peux être anesthésié par endroits. Et du coup, pour m'atteindre, me remuer, il ne faut pas y aller de main morte. J'aime l'action, j'aime avoir peur, j'aime que ça aille vite, j'aime les explosions de joie, les amours épiques, la tendresse infinie, et d'une certaine manière, je vais jusqu'à chercher des émotions désagréables à travers de l'humour vachard ou des films d'horreur ou bien violents. Du moment que ça me secoue, je suis tout pour. L'écran est la seringue de choix pour me donner mon shoot. Il y a un pouvoir immersif extraordinaire avec sa musique et ses grandes images vives et colorées. Sur ce plan, si on passe à côté de sa dimension poétique, le livre a beaucoup de mal à rivaliser. Oui, si on a une prose très descriptive, comme j'ai tendance à avoir, on aboutit à du sous-cinéma. Parce qu'une grande force de la littérature, c'est de donner un espace où le lecteur peut imaginer, où il peut se laisser rêver. Il peut se laisser pénétrer par le verbe, l'accueillir, et dans cette rencontre, naît une vision unique, fruit de la rencontre entre deux esprits. Un autre écueil qui m'a amené à sortir des terres de la grande littérature, c'est cette croyance, pour l'avoir entendu de la bouche de grands auteurs, que dans la littérature, on est censé creuser. On est censé aller vers le vrai, le douloureux, toutes ces choses que l'on cherche à éviter la plupart du temps. On est censé aller vers la vérité et la regarder en face. C'est un peu tout le contraire de la littérature évasion, la lecture pour le plaisir, où tous les obstacles que peut rencontrer le personnage ne sont que des contretemps avant la grande victoire, avant la grande célébration et l'apaisement de toutes les tensions. Non, théoriquement, quand on fait de la littérature, on est censé se laisser porter par l'impulsion première et creuser jusqu'au moment où on arrive complètement au fond du trou. Et le problème, c'est que Lucas Materas, le pervers narcissique potentiel et personnage principal du bouquin, si jamais on suit la logique qui est imprimée dans les premières pages, ça allait se passer très très mal pour lui. À part de provoquer de sentiments violents et douloureux, j'ai l'impression que ça aurait fait une expérience qui n'est pas vraiment profitable pour le lecteur. Moi, ce que j'adore quand je lis un bouquin ou quand j'écris un livre, c'est de faire en sorte que les personnages aillent de l'avant. Oui, certes, ils ont des problèmes, ils ont des névroses et tout, mais ils essayent, coûte que coûte, de toujours aller vers la lumière et de grandir et d'utiliser l'expérience qui se met en travers leur chemin pour progresser. Du coup, voilà, ça clashait complètement en termes
l'ambition littéraire et ce que je sens réellement au plus profond de moi, ce qui est mon impulsion première. D'amener mon personnage vers une crise importante, mais contrôlée. Il aura sa nuit noire de l'âme, il va toucher un fond, enfin le fond, mais c'est un fond modéré. Et de là, il y a de la compréhension, et il avance, et il y a une rédemption possible. On se retrouve ainsi avec une fin qui est positive, agréable. On pourrait dire, si on était un peu critique, c'est une fin commerciale. Et toujours dans la critique, c'est une fin qui ne cadre pas totalement avec la complexité des personnages. On pourrait avoir l'impression, en lisant le dernier chapitre, que tout est réglé, alors que les problèmes psychologiques qui sont au fond du personnage principal ne peuvent pas être réglés en un claquement de doigts. Alors peut-être que il y a une phase où il se sent super bien, où tout a l'air de rouler, mais à un moment ou à un autre, je pense que ces problèmes vont finir par le rattraper et il devra remettre une couche, puis encore une autre, puis encore une autre. C'est l'affaire un petit peu de toute une vie, sauf que dans les limites du roman, ça ne rend pas nécessairement le propos percutant ou attrayant, tout simplement. Évolution du regard. Dernier point sur lequel j'ai bifurqué durant la création du roman. C'est le thème central, les dégâts faits autour d'eux par les pervers narcissiques. C'était brûlant dans ma tête et dans mon cœur quand j'ai commencé à écrire. Mais alors que j'explorais la problématique de l'intérieur, ça s'est dégonflé. Autant je me suis dispersé dans Démiurge, avec mes 1000 personnages et tous ces points de vue qui s'entrecroisent, autant dans le Sel de la Terre, je suis resté centré sur un personnage, et on le suit de très près. Et pour moi, en prenant son point de vue, j'ai été amené à considérer le problème du harcèlement moral et des pervers narcissiques d'une manière différente. Dans les médias, alors qu'on était bien avant le mouvement MeToo, Balance ton porc, le pervers narcissique était considéré comme la pure incarnation du mal. Le genre de personne qui fait des dégâts innombrables sur de pauvres victimes parfaitement innocentes à longueur de temps sans jamais se remettre en question. La main sur le cœur et la bouche pleine de bons sentiments très vertueux, les médias, les réseaux sociaux sont solidaires avec les minorités et toute personne qui souffre et qui se font abuser. Les rôles sont clairement établis et on reste à la surface. Ça, c'est très manichéen. Alors, si une personne est qualifiée de perverse, dangereuse et incurable, c'est quoi la solution ? Elle doit être mise à mort ? Vandalisée ? Disqualifiée dans tous les échanges ? Bannie de Twitter et des autres réseaux ? Tout ce qu'elle dit est mensonge, toutes ses actions sont mauvaises. Alors quoi ? Il n'y a pas d'espoir pour elle ? Pas la moindre once de lumière ? C'est tout de même bizarre. Et en plus, ce ne sont pas des générations spontanées, une sortie de nulle part. Ces gens-là, ils ont une mère, ils ont un père. Et j'imagine que, à peine sortis du ventre de leur mère, ils ne sont pas mis à s'amuser à rabaisser les gens autour d'eux, à leur mentir, à jouer le chaud et le froid dans la même phrase. Non, avant ça, ces personnes, c'était des enfants qui ont aimé et qui ont été aimés. Alors quoi, elles sont possédées ? Ou est-ce que leurs actions prennent racine dans leur histoire ? Et donc c'est un problème qui évolue dans le temps. On devient comme ça. Et donc, si on peut devenir comme ça, on peut devenir aussi autrement. On peut changer. Il y a de la vie et il y a de l'espoir. Même si Virginie Rigoyen, dont j'avais lu le livre, est psychologue, pervers narcissique, ce n'est pas une catégorie officielle, et donc on peut y mettre ce que l'on veut derrière, et utiliser le terme comme ça nous chante. Donc ce n'est pas un diagnostic, mais une insulte. Et tout à fait le genre d'insulte qui peut faire des dégâts, et qui peut, chez la victime et son sauveur, justifier toutes sortes de violences verbales et même physiques. Certes, pervers narcissique, ça correspond à la réunion de certains comportements très désagréables. Mais ce sont des comportements répandus et que tout un chacun peut avoir à petite dose à un moment dans sa vie, et souvent de manière très ponctuelle.
Mais voilà, imaginez qu'une personne observe ces fameux moments, les relie, et dise voilà, voici la preuve par A plus B que vous êtes un pervers narcissique. C'est dur à encaisser. Pour revenir à mon ami et à son ex-mari. Oui, ce dernier présentait beaucoup de points qui collaient parfaitement avec le portrait robot du pervers narcissique. Oui, dans leur relation, il y avait plein de moments qui étaient apparentés à du harcèlement moral. Mais durant de longues années de mariage, ils n'ont pas vécu que ça. Ils ont une relation complexe, qui était la somme de leurs deux personnalités. Du coup, si on veut être honnête et ne pas se coltiner de gros clichés quand on écrit, ça donne quelque chose de complexe, de circulaire par endroits. Il y avait un risque de perdre le lecteur. Pas de gentil, pas de méchant, pas d'intrigue, juste des nuances de tiède. J'ai eu peur, alors j'ai bifurqué. J'essaie de sauver ce qui pouvait l'être. J'avais une vision en commençant à écrire le livre, mais c'était une vision partiellement informée. Je n'avais pas tout ce qu'il fallait pour me faire une idée claire et définitive de ce que serait le livre. Ce n'est qu'en rentrant dans l'écriture que les choses sont clarifiées. Certaines choses fonctionnaient en théorie, mais pas en pratique, et vice-versa. Mes principes bien tranchés sont rapidement émoussés sur la complexité de la réalité. Je n'ai pas eu l'impression de me trahir, je me suis juste adapté du mieux que je pouvais. Ce n'est pas une situation parfaite. Ce n'est pas une solution parfaite. Elle est carrément discutable. Hors contexte, le fait de rester fidèle à son envie présente plutôt qu'à ses projets passés fait penser à ce cliché des gens qui n'en font qu'à leur tête et sur lesquels on ne peut pas compter. Ils te plantent au dernier moment, alors que tu as rendez-vous avec eux tu sais, j'avais promis, mais là, j'ai vraiment pas envie. Alors je préfère rester honnête, fidèle à ce que je sens, quoi, tu vois, à mon cœur, plutôt qu'à ses obligations et tout ce que j'ai pu dire avant. Le lecteur peut se sentir laissé pour compte. Il peut se sentir lésé de voir que le projet qu'il avait charmé se transforme maintenant en toute autre chose. Bon, on pourrait lui dire, c'est la vie, tu sais avec qui tu te maries, mais tu ne sais pas vraiment avec qui tu finis. Mais j'imagine que ce genre de réponse ne réglerait en rien son malaise. Éthique et pragmatisme de l'écrivain. Alors, à quoi bon être fidèle ? Quelles règles respecter ? Et pourquoi ? Très bonne question, et j'imagine que la réponse est surtout le fruit d'une expérience personnelle, sans cesse renouvelée. Et en tant qu'écrivain en herbe, c'est à vous de vivre ça, de vous positionner, de vous tromper, et d'essayer autre chose, encore et encore. Dans ce podcast, je ne cherche pas à vous dire quoi faire. Souvent, on aimerait avoir un raccourci vers le sommet, on veut toutes les règles du jeu, une méthode, un algorithme, nous permettant de monter sans perdre notre temps. Mais je pense qu'il n'y a pas de technique magique. Le fait d'essayer de se planter, ça nous informe, ça nous fait avancer et ça nous nourrit. Et du coup, ce que l'on va faire, nos prises de position, elles seront ancrées dans de l'expérience et non un préjugé, quelque chose qu'on a lu ou qu'on a récupéré à l'extérieur de nous-mêmes. Il y a autant de manières d'être auteur qu'il y a de personnes sur cette terre. On a tous nos personnalités, notre regard unique. Et suivre les règles qui ont fonctionné pour une autre personne, ça risque d'aller contre notre côté unique. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer d'être le nouveau Stephen King, le nouveau Milan Kundera ou le nouveau Jonathan Franzen. Ou je sais pas qui. Tout ce qu'on peut faire, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Bon, par rapport aux règles, quand même, il va falloir être quand même un peu plus nuancé que ça. Il y a différents types de règles. Il y a des règles que l'on ne peut ignorer. Il y a des règles d'orthographe, des règles de grammaire, sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. Et ces règles-là, on ne peut pas les mettre au même niveau que d'autres règles que l'on peut trouver dans des conférences proposées par des écrivains ou par des spécialistes de littérature qui vont vous expliquer, par exemple comme Elmore Léonard, que
utiliser autre chose que dire dans l'écriture d'un dialogue, c'est pas terrible. Certaines personnes vont vous déconseiller fortement d'utiliser des adverbes. Ou voilà, chacun a sa petite sauce, et cette sauce, c'est quelque chose qui est très personnel et qui est en adéquation avec la manière dont cette personne va écrire. Mais vous allez développer votre style, votre approche, vous allez faire des erreurs, vous allez garder ce qui fonctionne, vous allez laisser de côté le reste, et voilà, c'est votre parcours personnel. J'ai acheté pas mal de livres sur l'écriture, des livres d'experts, des livres recommandés, mais à de rares exceptions près, je baisse les bras rapidement dans ma lecture de ces ouvrages. Ça ne me convient pas. J'adore la partie anecdote, la partie astuce, ces moments où les auteurs partagent leur expérience et leurs idées, mais après, il me faut faire les choses à ma sauce, comme je les sens. Et de toute façon, je ne suis pas bien différent de la plupart des humains. Si on me dit « fais ceci », il va y avoir une partie de moi qui va dire « non ». Et puis qu'encore. Dès qu'il y a un ordre qui vient de l'extérieur, ça génère à l'intérieur de nous une force d'opposition qui est naturelle et qui est bienvenue et qui nous empêche de nous faire complètement manipuler par la première personne qui a un peu d'aura autour de nous. Les conseils, à moins que ça vienne d'une personne genre qu'on vénère ou avec laquelle on a une relation de transfert très forte, comme une figure paternelle, un psy, un mentor, ça va être naturellement rejeté. Pour qu'une méthode, pour qu'une approche puisse prendre racine en nous, il faut que ça vienne de nous-mêmes, de notre expérience. Ou encore, que l'on croit que ça vient de nous. Personnellement, j'aime regarder sur YouTube des entretiens fleuves avec des écrivains, des extraits de conférences où ils parlent de leur approche. Ça donne plein d'idées. Plus particulièrement, alors il y a un truc qui est vraiment sympa, c'est l'oubli. Personnellement, je me gave de vidéos YouTube où des auteurs, lors d'entretiens fleuves, rentrent dans le détail de leur processus créatif. Et j'absorbe ça avec délectation. Et au bout d'un moment, ces choses-là finissent par me sortir de l'esprit. J'oublie qui a pu les dire. Et après un certain temps, certaines d'entre elles, certains des conseils, certaines des astuces remontent à la surface. Et j'en oublie complètement la source. Et tout d'un coup, quand j'ai ces idées-là, j'ai l'impression qu'elles viennent de moi. Et là, l'intégration se fait très facilement. Il y a un autre truc qui peut aussi aider, c'est au lieu d'écouter des écrivains, j'aime bien aussi écouter des musiciens, des cinéastes, détailler leur processus. Et comme on est obligé de faire un travail de traduction, de transposition pour ramener leur approche sur le territoire de l'écriture, eh bien, il y a déjà un travail d'appropriation qui s'est fait. Et j'imagine que les conseils que j'ai pu glaner à travers ces vidéos d'autres types d'artistes ont pu prendre racine bien plus facilement dans mon esprit que bien des choses qui m'avaient été imposées de l'extérieur. L'écriture de soi, addition et soustraction. Entre le témoin de Jéhovah, le fait que l'action se passe à Nîmes, ma ville natale, les problèmes que j'ai rencontrés avec le type que j'avais qualifié à l'époque de pervers narcissique. Inutile de dire que le sel de la terre est très personnel, et on peut se demander quel genre d'impact ça peut avoir sur le processus artistique quand on braconne en périphérie des terres de l'autobiographie. Déjà, si les livres style témoignage peuvent s'avérer être très vendeurs pour une partie du lectorat, ce n'est pas vraiment ce que j'ai visé. Je ne pense pas que j'aurais pu être honnête en me mettant publiquement à nu. J'ai mixé mes expériences, celles de mes amis et de la pure invention, puis j'ai injecté ça dans les histoires des différents personnages qui peuplent le sel de la Terre. Pour peu que c'était compatible avec leur logique interne, avec leur ego. Si le livre n'est pas fidèle à 100% à ce que j'ai vécu, il l'est avec ce que j'étais au moment de l'écrire. C'est amusant, certaines personnes peuvent parler de ce qu'ils ont vécu de manière dissociée, un peu comme si c'était arrivé à une personne d'autre.
Ils en parlent sans y être connectés. Et en face, on récupère cette information, cette narration, mais il y a de fortes chances que l'on ne soit pas vraiment touché. Certes, on peut réagir, et des fois même fortement, à ce qui est dit, comme on pourrait le faire en lisant une histoire dans le journal, mais ça ne crée pas de moment de vérité, d'intimité. C'est une communication impersonnelle dans un sens comme dans l'autre. Avec les extraits de journaux du principal protagoniste, j'ai fait un peu le contraire. J'ai raconté quelque chose de faux avec sincérité. Je me suis perdu dans l'histoire, et donc l'émotion y était. Je pense qu'à un niveau personnel, ça m'a bougé de faire ça. Après, je ne sais pas si ça remue aussi tous les lecteurs. En tout cas, j'ose l'espérer. Pour terminer avec ma petite histoire de mon ami et moi, les deux grands rescapés des témoins de Jéhovah, après la parution du livre, eh bien, elle a cessé d'être ma meilleure amie. Elle a même cessé d'être mon amie tout court. En fait, après un temps de liberté, enfin débarrassée de son mari, elle est revenue dans la vérité. Comme les témoins de Jéhovah aiment appeler leur vision très particulière du monde. Elle était dans la vérité, et moi j'étais dans le monde, destiné à être détruit. Si maintenant elle a le droit de me parler, c'est uniquement dans l'espoir de me convertir. Ce qui a altéré un petit peu la nature de notre relation. La bande sonore, les références culturelles. Un point qui m'a bien amusé, quand j'ai écrit le roman, c'est de lui concocter une bande-son en regroupant une palanquée de titres provoquant chez moi l'émotion ou l'ambiance collant parfaitement aux scènes associées. Du début à la fin du livre, j'ai écrit entre crochets les titres et les artistes des chansons que je voyais bien dans ces scènes-là. Des chansons que les lecteurs peuvent écouter pour renforcer l'émotion ressentie lors de la scène, pour retrouver l'ambiance qui était derrière. La musique court-circuite assez facilement la partie analytique du cerveau et peut nous emmener très facilement dans des endroits émotionnels intéressants. Je vois que dans pas mal de films, les scènes voient leur impact décuplé par l'utilisation de la bande sonore. Peur, tristesse, joie, frénésie, colère, perplexité, désespoir, peu importe. Peu importe l'émotion, il y a toujours une chanson. En tant que lecteur et en tant qu'écrivain, je n'ai jamais réussi à obtenir ce côté immédiat et intense à travers l'écriture. Du coup, j'ai complété ma narration de ces quelques titres, et pour info, la playlist est disponible dans le descriptif de la vidéo. J'ai glissé des titres qui m'avaient marqué, mais c'était pour la plupart des titres relativement obscurs. Et donc, si associés à mes moments de vie, ils ont une forte résonance chez moi, pour les autres, pour les lecteurs, j'imagine que ces musiques pourraient être déstabilisantes et elles pourraient les tirer en dehors de l'action qui est décrite. Je pense que mon approche a été vraiment très influencée par les séries que j'ai pu regarder. Pour être dans l'air du temps, collé au zeitgeist, certaines séries soulignent leurs scènes de classiques pop, de titres à la mode, au moment où sort l'épisode. Le problème de la course à la pertinence culturelle, c'est que la culture tourne vite, et que tout ça peut rapidement faire très daté. Super témoignage d'une époque, mais aussi assez ringard au kitsch quelques années plus tard. Je pense que les problèmes de la bande-son, comme ceux de l'utilisation massive de références culturelles, amènent des questions à foison. Est-ce qu'on écrit juste pour soi et son clan, les gens capables de comprendre nos private jokes, ou pour tout le monde? Et dans ce cas-là, on purge le texte de toutes références qui sont potentiellement excluantes. Et tant qu'à faire, on enlève aussi les mots compliqués qui pourraient indisposer certains lecteurs. Bon, là, j'exagère bien sûr. La position est quelque part entre ces deux parties prises extrêmes. Mais où? Déjà, je pense que si la référence est vraiment importante, il faut être pédagogue et l'expliquer au lecteur, sans insulter son intelligence. Dans le ciel de la Terre, pour toutes mes références à la culture témoin de Jéhovah, j'ai fait spécialement attention à être bien clair. Initialement, quand j'écrivais, je sentais une envie pressante de partager ma culture, mes coups de cœur, mes musiques, mes livres, mais je vois que ça m'est passé progressivement. Peut-être parce que je n'ai pas eu le retour rêvé de la personne en pleurs qui te dit qu'elle se sent enfin comprise et que pendant tout le livre, elle avait l'impression qu'il avait été écrit juste pour elle. C'est possible que ça soit ça. Mais je pense qu'une fois mon système purgé de ces tentatives de connexion culturelle, j'ai fait le tour de la question, et à partir de maintenant, ces tentatives ne seraient que des répétitions. Du coup, voilà, c'est beaucoup moins présent dans les livres que j'ai pu écrire plus récemment.
Personnellement, je trouve que le cinéma et les séries ont trouvé une solution aussi intéressante qu'élégante pour gaver leur programme de références sans aliéner les débutants. Les œufs de Pâques. C'est un terme pour désigner des détails cachés en second plan de l'action qui font référence à des faits ignorés par le grand public mais connus par une poignée de fans. Par exemple, dans Watchmen, comme beaucoup d'adaptations de comics récentes, certains symboles, affiches, choix de couleurs font référence aux romans graphiques dont cette série est la suite. Les personnes investies peuvent avoir un bonus sans que ça se mette en travers du plaisir du plus grand nombre. Reste à voir comment on peut adapter ça dans des livres, car c'est un peu dur de cacher un détail quand tout est écrit et que l'information se lit en séquence. Il n'y a pas d'arrière-plan dans l'écriture. Les phrases, les unes après les autres, prennent le devant de la scène et éclipsent toutes celles qui les précèdent. Une autre solution pour ménager les différents publics, c'est les niveaux de lecture. Dans les longs métrages pour enfants, comme une bonne partie des Pixar ou le premier film Bob l'éponge, souvent les scénaristes pensent aussi aux parents qui vont devoir se goinfrer le film, une fois, 2 fois, 50 fois. Il y a plein de blagues et des propositions qui fonctionnent à plusieurs niveaux. C'est référencé pour l'adulte, mais toujours aussi drôle pour l'enfant. Dans la littérature, il y a les différents niveaux de lecture, où, sous couvert d'une métaphore distrayante, l'auteur peut parler de toute autre chose. Beaucoup de gens s'intéressant à la spiritualité pensent que l'Ancien Testament de la Bible, derrière ces histoires aberrantes, raconte bien des choses pour les initiés ayant les codes. Aucun détail n'est laissé au hasard. Tout est symbole, riche en sens et surtout en interprétation. Le livre devient un grand miroir dans lequel le lecteur va se voir de pied en cap. Je sens qu'il y a là une piste pour trouver le moyen d'intégrer des références sans importuner. Si vous avez des idées d'un procédé littéraire ou de tout autre moyen de trouver l'équilibre entre étalage déplacé et le vide de la neutralité, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, je vous dis merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, aimez, créez et restez vivants. Bye.